bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Donc on va commencer si vous voulez bien. Surtout, n'hésitez pas à nous interpeller si jamais vous ne nous entendez plus, etc. Juste pour faire un petit point, organisation et questionnement, etc. Ce qu'on vous propose, c'est de nous interpeller directement à l'oral si jamais vous avez des questions au fur et à mesure. Voilà. Et pensez bien du coup à garder vos micros fermés tant que vous ne prenez pas la parole. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? OK. Bon, je pense que c'est bon. Donc du coup, on y va. Donc moi, je suis Mélanie Gauthier pour ceux qui ne m'ont pas encore vue. Donc responsable pédagogique du pôle social à l'Institut de Richemont. Et donc en charge du diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale pour l'Institut de Richemont. Gladys Bugeaud, donc je suis responsable de formation à l'IRTS de Poitiers et je gère les formations de CESF et de TISF. Voilà, donc du coup, on se voit aujourd'hui pour la réunion d'apprentissage des diplômes d'état de CESF. Donc l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est principalement de faire un point sur la réforme et les attentes de l'examen, notamment par rapport à la certification, puisque le rôle des structures d'apprentissage et de stage est relativement important. Et puis, comme on est né sur l'année de la réforme, c'est bien qu'on puisse tous se faire une petite piqûre de rappel. Donc voilà, si jamais il y a des questions, surtout, n'hésitez pas à nous interpeller, à poser vos questions au fur et à mesure, n'attendez pas la fin surtout. Et puis voilà. On y va du coup ? Oui, alors on a réalisé un petit PowerPoint avec Mélanie pour vous présenter de manière assez rapide la réforme, avec d'abord une définition de la profession, la formation théorique, formation pratique et son évaluation, et bien sûr la certification que nous allons détailler un petit peu après. Voilà, donc au niveau de la définition de la profession, donc elle a été un petit peu changée puisqu'on est sur un nouvel arrêté qui date du coup de 2018. Alors pas de changement en tant que tel finalement, on est toujours sur du coup un professionnel du travail social, ça n'a pas changé, avec une démarche éducative sociale au sein des groupes ou bien en intervention individuelle, et bien sûr sur les domaines de la vie quotidienne. Voilà. Donc toujours la même chose, avec une démarche éthique. Voilà, il n'y a pas eu de grands changements par rapport à tout ça. Et puis l'idée, c'est quand même de s'inscrire dans un travail d'équipe, de professionnels, comme c'était le cas auparavant. Voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Gladys ? Peut-être ce qu'on voit effectivement, comme le dit Mélanie, il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est la partie analyse. Enfin, j'ai l'impression que l'on a mis l'accent dans cette réforme sur l'analyse, notamment dans les certifications. Puisqu'on passe à un niveau 6, effectivement, on demande aujourd'hui aux étudiants d'être beaucoup plus dans l'analyse de leur travail, dans l'analyse de leur pratique, peut-être, même si ça existait avant, évidemment. En tout cas, là, c'est verbalisé. Voilà. Et c'est inscrit dans les textes et dans la réforme. Vous allez le voir, notamment dans toutes les certifications mises en place. C'est ça. Du coup, ça demande aux étudiants d'être vraiment dans une analyse réflexive de ce qu'ils peuvent rencontrer sur leur terrain de stage ou d'apprentissage, et pas juste de décrire les différentes actions ou les différents partenariats, etc. Enfin voilà, on va le reprendre avec les certifications. Alors, pas de changement au niveau des heures d'enseignement théorique. Nous sommes toujours sur 540 heures en établissement de formation, toujours répartis en 4 domaines de formation comme auparavant. Avec donc le nombre d'heures n'a pas changé non plus par domaine de formation. L'intitulé des domaines de formation a été légèrement modifié. Le DF1, je pense que c'était déjà conseil, expertise à visée socio-éducative dans la vie quotidienne. Par contre, le DF2, je crois qu'on avait intervention. C'était la fameuse ISIC et ISAP. Qui a disparu. C'est ça. Je pense ça a été
une apparition éclair dans le travail social. Donc on est revenu à l'intervention sociale qui englobe individuel et collectif. Le DF3 n'a pas changé, non. Communication professionnelle, avec langue vivante étrangère, les 20 heures de langue, pour lesquelles, depuis toujours d'ailleurs, depuis la création du DE, nous préparons un séjour en Europe. C'est ça. Cette année, il n'a pas pu avoir lieu. Non. L'an prochain, peut-être pas non plus. Mais on espère à l'avenir. Oui, pouvoir recommencer. Cette expérience qui est très riche pour les étudiants. Le DF4, dynamique interinstitutionnelle, partenariat et réseau, l'intitulé a peut-être légèrement été modifié dans la mesure où il s'agissait avant beaucoup plus de mettre l'accent sur les politiques sociales. C'est ça. Et là, dans la réforme, on est plus sur le partenariat, le réseau, le travail d'équipe, puisque les politiques sociales sont considérées comme acquises par le BTS. Voilà, nombre d'heures identiques. Alors, juste un petit mot par rapport à la réforme. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on a bien le même nombre d'heures, mais les contenus de formation ont évolué. Et on a de nouvelles thématiques. Alors, comme ça, je pense à la notion de genre, à l'économie sociale et solidaire. La partie aussi sur les usagers numériques, parce que je pense que au sein des structures, vous pouvez vous rendre compte que tout est dématérialisé, etc. Donc, il y a une partie là-dessus sur le DF3 qui n'existait pas auparavant, notamment. Voilà, c'est surtout ces éléments-là qui ont été modifiés en termes de... Oui, et ont disparu, politique sociale, un petit peu tout ce qui est la partie psycho. Alors, je trouve ça très dommage. Alors, c'est vrai qu'en BTS, je crois, les étudiants ont déjà un peu de psycho, mais par rapport à d'autres filières de formation, les AS, les ES notamment, la psycho a une place importante dans la formation, et là, elle disparaît dans le DE. On est beaucoup plus sur de la pratique professionnelle. On a recentré, en fait, les contenus de formation et la certification sur la pratique professionnelle et la pratique professionnelle du CESF. Donc après la formation théorique, on a la formation pratique. Donc là, pareil, en termes de volume d'heures, ça n'a pas du tout changé. On est toujours sur 560 heures qui sont réparties en 16 semaines minimum de stage, sachant que pour presque la totalité de la promo, on est plutôt sur du contrat d'apprentissage, donc bien au-delà des 16 semaines. Mais certaines plutôt, une est concernée notamment par les 16 semaines minimum. Voilà, donc de formation dans une structure et surtout, ça n'a toujours pas changé auprès d'un professionnel CESF. Voilà, il n'y a toujours pas la possibilité d'être auprès d'un autre travailleur social qui, il faut vraiment obtenir le diplôme de CESF. Donc, on est resté là-dessus. L'objectif de cette formation pratique, c'est que du coup, chacun des étudiants puisse acquérir des compétences dans chacun des domaines de formation qui vous ont été présentés en amont, mais cette fois-ci sur le terrain. L'idée étant d'utiliser les expériences de terrain pour pouvoir venir agrémenter, consolider les connaissances théoriques qu'ils pourraient voir finalement en centre de formation. Donc l'idée, c'est bien de ne pas voir tel et tel domaine en centre de formation et tel domaine d'un point de vue de la pratique, mais bien d'allier les deux, du coup, pour que ça puisse être complémentaire. Et puis surtout, on est sur des territoires différents, etc. Donc, voir aussi ce qui peut se faire, par exemple, en Gironde, contrairement, par exemple, à Poitiers. Enfin, voilà, ça permet de pouvoir se rendre compte de tout ça. Et puis, chaque terrain de stage ou d'apprentissage n'est pas identique, donc ne va pas avoir le même apport. D'où l'intérêt aussi d'échanger entre eux lors des semaines en centre de formation. Donc la période de stage, elle doit toujours s'effectuer de septembre à juin, même si on le sait qu'il y a encore une partie de la certification qui se passe encore en octobre de l'année d'après. Donc voilà. Mais nous, la formation s'arrête bien en juin. Ça n'a pas changé.
Et puis, la formation pratique, elle va permettre également d'avoir une évaluation du tuteur, puisque l'idée, c'est que vous puissiez aussi retranscrire ce que l'étudiant a pu faire, a pu acquérir aussi comme compétences, etc., au sein de la structure. Voilà, est-ce qu'il y a des premières questions ou non sur la formation ou pas? Bon, je continue du coup. Et donc on est toujours sur la formation pratique et l'évaluation de cette formation. Des livrets ont été remis aux étudiants à l'IRTS, je crois. Ça avait été remis, les livrets de formation. C'est ça, hein, les étudiants, voilà. Vous avez vos livrets de formation. Qui ont été remis. Oui. Donc je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais je ne pense pas. Mais voilà, hein, on est sur les livrets qui ont été remis... du coup, par l'académie en tout cas. Et donc, c'est ce livret de formation qui va partir du coup pour l'examen, qui va servir à la certification. Voilà. Donc, ça a été bien allégé pour ceux qui connaissent l'ancien livret où il fallait écrire par domaine de compétences, etc. Donc, nous, on doit toujours écrire par domaine de compétences, l'établissement scolaire. Par contre, sur les structures, vous avez une évaluation générale à faire qui va porter sur les capacités du coup de l'étudiant à se situer en tant que futur professionnel, instaurer une relation éducative auprès des usagers, être capable de travailler de manière pluriprofessionnelle en équipe. Et puis être capable de prendre du recul. Voilà. Donc, ce livret de formation, on le reprendra de toute façon lors de la deuxième visite de stage, puisque nous, on repartira du coup avec, puisqu'on devra le récupérer fin juin, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, il a quand même une importance oui. Pour les étudiants. Primordial. Puisqu'effectivement, si un étudiant a une note en dessous de la moyenne, cette partie-là est lue en jury plénier et peut faire remonter sa note. C'est ça. Donc, d'où l'importance quand même de l'évaluation, qu'elle soit au plus juste et qu'elle ne présente pas les activités qui ont été menées, parce que quand on lit en jury des livrets de formation, parfois on détaille les activités, mais ce n'est pas ça qui est attendu. C'est bien les compétences acquises. Et comme on l'a détaillé, comme l'a détaillé Mélanie, les compétences par rapport à l'éthique, par rapport à la relation, la communication, la mise en place d'activités, mais quelles sont les capacités du candidat à les mettre en œuvre donc pour avoir ce DE. C'est ça qui est attendu. Voilà, et peut-être pour vous aider, reprendre un petit peu les compétences que vous trouverez sur le référentiel de compétences du DE-CESF. Voilà, si je veux. Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment important, parce que c'est vrai que tous les ans, on a toujours des livrets où on n'a qu'une partie descriptive, et au moment où il faut prendre la décision ou non, finalement, on n'a pas d'éléments sur la capacité de l'étudiant à être professionnel en fait sur le terrain, et c'est vraiment ce qu'on attend à travers ce livret. C'est comment vous le voyez en tant que professionnel sur le terrain, pour que nous on puisse statuer le jour du jury plénier sur une validation ou non finalement du diplôme. Et en général, le jury s'appuie sur les commentaires du professionnel bien plus que sur ceux du formateur. De l'établissement de formation. Est-ce qu'il y a des premières questions sur ce livret de compétences? Donc voilà, je ne sais pas si les étudiants vous les ont encore présentés, peut-être pas, parce que c'est tout frais. Mais n'hésitez pas à le regarder quand même assez rapidement, peut-être après les vacances de Noël, là, en début d'année. Pour éventuellement nous faire des retours si jamais vous avez surtout des questions pour la complétude du document, vraiment. Pas de questions, on poursuit. A priori, on poursuit. Excusez-moi. Oui. Pour ce livret de formation, on va Je suis désolée, on ne vous entend pas bien du tout. Est-ce qu'on peut vous demander de répéter la question? Ce livret de formation. Oui. Alors,
Nous, on va venir en fait faire une deuxième visite de stage. Il y a une première visite qui va être faite ou qui a déjà été faite pour la plupart. Donc qui est là sur les débuts. Et il va y avoir une seconde visite qui va être faite sur la fin de l'année, donc aux alentours de mai-juin. L'idée, c'est que nous, on puisse récupérer ce livret de formation rempli par vos soins et que les étudiants aient également rempli leur partie. J'insiste aussi là-dessus, parce que c'est plus souvent la partie d'étudiants qui manque. Pour le mois de juin, puisque nous, donc fin juin, puisque nous, en fait, on va les remplir de notre côté début juillet. Donc voilà, il faudrait que fin juin, plus tard, début juillet, on ait récupéré les dossiers, puisque nous, en fait, on devra très certainement les envoyer assez rapidement à la suite. Donc voilà. Donc si éventuellement vous avez rempli le livret de formation à la deuxième visite, n'hésitez pas du coup à le remettre à la personne qui fait la visite, donc moi-même ou l'une de mes collègues de l'établissement. Voilà, n'hésitez pas à nous le remettre et puis comme ça on peut regarder ensemble si éventuellement il manque des choses aussi pour la prise de décision en cas de jury plénier. C'est l'occasion de pouvoir faire le point. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Ok. Ah oui. Oui, alors surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir le micro, poser votre question et refermer le micro. Voilà, pour que ça soit plus facile pour nous. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, la partie certificative. Donc on va vous le présenter de la manière dont nous le dispensons aux étudiants, puisqu'en fait, certains domaines de compétences sont séparés en fait entre nos deux établissements, bien qu'on travaille bien évidemment en partenariat, en collaboration. Nous, on s'est divisé les domaines de compétences. Donc ma collègue va vous présenter le domaine de compétences 1 et 4, et moi je vous présenterai le domaine de compétences 2 et 3. Surtout, voilà, on va vous présenter la certification, les attendus, etc. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, puisque c'est là où l'étudiant va devoir absolument prendre appui sur sa structure de stage ou d'apprentissage pour pouvoir développer du coup les compétences et du coup nous envoyer du coup ces éléments. Je te laisse commencer du coup, Gladys. Alors peut-être avant de commencer dans le détail, les grandes nouveautés par rapport à la certification, c'est que la plupart des certifications ont lieu en centre de formation. Oui, nous avions avant une seule épreuve, le DC3, qui avait lieu en établissement de formation. Et avec la réforme, nous héritons de 5 épreuves à réaliser en établissement de formation. Une seule sera en centre d'examen. Effectivement, sur toutes les filières de formation et pour tous les diplômes en travail social, l'État s'est désengagé. Il avait commencé un peu avant, mais s'est désengagé de la responsabilité ou du moins de la gestion et de l'organisation des certifications. Donc, reste le mémoire de pratique professionnelle qui aura bien lieu en centre d'examen. Et notre centre d'examen demeure l'Académie de Orléans-Tours. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, l'examen être attaché à Bordeaux, mais non, toujours pas. Toujours pas. Ce mémoire de pratique professionnelle, vous voyez déjà, le nom a changé. Avant, il s'agissait d'un mémoire de recherche en sciences sociales. Oui. Donc, et là, on a introduit la notion de pratique professionnelle. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Nous sommes toujours sur un mémoire de recherche. Par contre, il est demandé aux étudiants d'avoir l'axe de la pratique professionnelle et doit apparaître dans le mémoire comme un fil rouge du début, c'est-à-dire du choix du thème de mémoire jusqu'à la fin, l'hypothèse. Donc ça veut dire, alors pas obligatoirement sur son lieu de stage, même si on l'aura fortement conseillé, oui. Mais ça veut dire que quand même le choix du thème de mémoire doit s'ancrer dans une pratique professionnelle de CESF. Ça a été fortement... l'inspecteur a fortement insisté sur cet aspect-là. Ça veut dire effectivement qu'il s'agit des domaines de la vie quotidienne. Et parfois, des étudiants ont envie de faire une recherche sur un autre domaine. Je pense
à une étudiante qui voulait le faire sur le développement de l'enfant. Elle se reconnaîtra. Et c'est vrai que la voix sourire. Effectivement, il faut arriver à reformuler la question de départ pour qu'elle entre bien dans le champ de l'ESF. Et pour ça, je crois que nous avons besoin aussi de votre aide, de votre soutien. En tant que maître d'apprentissage, en tant que référent professionnel, c'est-à-dire les accompagner dans ce choix qui est bien un choix qui est en lien, un objet en lien avec la pratique professionnelle du CESF. Ça reste un écrit de 30 à 35 pages et une soutenance orale. La différence, c'est qu'il y avait 3 notes avant, il n'y en a plus que 2, c'est-à-dire que la soutenance valait 40 points. Donc était coef 2 et l'écrit coef 1. Là, le mémoire a une soutenance coef 1, un écrit coef 1. Que dire de plus sur le mémoire de pratique professionnelle ? Rien de changé sinon, hein. On est toujours dans la recherche, toujours avec, après la question de départ, une méthodologie de la recherche, les aspects théoriques et empiriques donc sont à travailler, une problématique, une hypothèse. L'hypothèse peut-être donc doit être modifiée. Aujourd'hui, on attend beaucoup plus de l'étudiant qu'il présente une proposition d'action. Une résolution de problème, mais en termes de pratique professionnelle à nouveau. C'est là que s'ancre cette notion de pratique. Alors, c'est un petit peu complexe, hein, je pense, pour les étudiants. Je les regarde pour qu'ils... Non, ça va. Non, ça a l'air d'aller. Ou avec le masque, ils arrivent à se cacher. Je crois qu'on expérimente, hein, comme on leur a dit, on expérimente avec eux cette réforme. Et tous les centres de formation se questionnent aussi. Donc, je pense qu'on arrivera à la fin de l'année à avoir mis en œuvre un mémoire qui corresponde aux attendus. Nouvelle épreuve, toujours en DC1. Ouais. L'analyse à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne. Ouais. Ce qu'on appelle la VSE. Voilà, parce qu'on aime bien parler par sigle. Alors ça, c'est une nouvelle épreuve. C'est un oral uniquement, qui présente une situation éducative choisie par l'étudiant, mais validée par le référent de site qualifiant. Donc là, c'est la partie importante aussi pour vous, c'est-à-dire pouvoir discuter avec l'apprenti apprenti, stagiaire, sur le choix de cette situation éducative. Cette situation éducative peut être une situation collective ou individuelle, une situation de conseil. Alors, on a établi une petite fiche que je pourrais éventuellement, si vous le souhaitez, vous envoyer. Je l'ai un petit peu retravaillée, même si j'ai donné beaucoup de fiches, beaucoup de documents aux étudiants. Mais je pourrais les envoyer au maître d'apprentissage. Peut-être que c'est sur cette épreuve que vous souhaitez poser des questions. On verra ça par la suite. Oui, s'il y a des questions, on peut les répondre au fur et à mesure. Hein, c'est important. Oui, je vois là des signes. Vous avez des questions ? Non, c'est OK pour tout le monde, la VSE ? Pas de questions particulières sur les terrains en termes de choix, de situation, etc. Bon, ça a l'air d'être OK. C'est un oral qui va se dérouler en établissement de formation et nous avons choisi... cet oral se déroule au mois de juin. Après avoir... ça, c'est nouveau pour les étudiants. Je leur avais dit que j'avancerai l'épreuve orale au mois de mai. Finalement, les notes peuvent être envoyées début juillet à l'inspectrice suite à un échange. Donc, ce sera en juin. Ça leur laisse le temps de la préparer. Je pense que ce n'est pas toujours évident sur site qualifiant actuellement et peut-être que ça leur permettra d'avoir un petit peu plus de temps pour choisir cette action, même si on souhaiterait que début d'année, tout le monde ait choisi l'action éducative. Non, c'est vrai que c'est important de pas trop traîner, entre guillemets, dans les différents choix. Alors après, c'est vrai qu'on met un peu la pression. Mais... Alors peut-être ce que je peux rajouter aussi, c'est que cette action éducative peut être la même que celle qui a été mise en œuvre dans le cadre du DC2 pour le dossier de pratique professionnelle.
Simplement, ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont mises en jeu. Là, il s'agit bien plus de faire une analyse et non de présenter une pratique, présenter une intervention, qu'elle soit collective ou individuelle, mais quelle est l'analyse que j'en fais, cette intervention. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un diplôme qui met l'accent sur l'analyse. On le voit là à travers cette épreuve. Cette nouvelle épreuve, du coup, ça qui n'existait pas du tout auparavant. Alors, des questions ? Ça a l'air clair. Non. Ah, non. Est-ce que Victoria ou Guénaël a une question ? Oui, on vous voit bouger. Bonjour. C'est Victoria. Oui. Bonjour. Oui. On avait une petite question du coup sur la différence entre l'ISI et l'AVSE, puisque l'ISI a quand même de l'analyse de pratique et de l'analyse sur la situation. Oui. Qu'est-ce qui se différencie des deux du coup ? Alors moi je pense qu'en fait sur l'ISI, donc l'intervention sociale individuelle, on va être sur l'accompagnement en totalité finalement. L'accompagnement de la famille Y, etc. Alors que sur la VSE, on va venir cibler une partie de la vie quotidienne. Et en plus, ce qu'on demande, parce qu'on considère quand même que le CESF est un expert de la vie quotidienne, hein, c'est le mot qui ressort, oui. Un spécialiste, un expert, et donc il doit démontrer son expertise. Démontrer son expertise, ça veut dire pouvoir s'appuyer sur les connaissances qu'il a acquises en BTS-ESF, voilà. Et pouvoir donc expliquer en quoi cette situation, alors, entre bien dans le domaine, dans le champ de l'ESF, vous voyez ? Donc là, c'est qu'est-ce qui fait une justification, en fait, je justifie le métier de l'ESF à travers cette situation. Et qu'est-ce qui fait que moi, je suis en capacité de l'analyser ? Quelles sont les connaissances que j'ai acquises, scientifiques, techniques, qui me permettent d'analyser donc cette situation ? Ce qui ne sera pas développé dans le dossier de l'ISI. Sur l'ISI, on va vraiment être sur la notion d'accompagner, faire avec, la place de l'usager, etc. Alors que sur la VSE, on va vraiment être sur quelle est mon expertise dans le domaine de la vie quotidienne que j'ai choisi ou les domaines choisis. Alors, on comprend hein, que ce soit un peu difficile parce que finalement, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, Gladys le disait à juste titre tout à l'heure, il est possible de choisir la même situation que sur l'intervention sociale individuelle, puisque ça pourrait tout à fait... voilà, seulement attention, et moi j'avais fait un travail du coup avec les étudiants là-dessus sur quelles sont les compétences attendues dans le cadre de la VSE et quelles sont les compétences attendues dans le cadre de l'ISI. L'idée étant du coup de ne pas forcément développer la même chose et surtout de bien orienter la réflexion, l'analyse, etc. sur ce qui est attendu. Mais on est d'accord que c'est sensiblement des éléments qui vont se rejoindre à un moment donné, parce qu'on va aussi parler de la vie quotidienne dans l'ISI, enfin voilà. Et puis, il va falloir quand même présenter la situation voilà. De manière plus synthétique, plus succincte. Mais il va bien falloir présenter le cadre, site qualifiant, le cadre, l'institution, là où on travaille. Voilà, ça va se retrouver, c'est évidemment. Ça. Mais l'accent, la partie la plus importante du développement sera mise sur l'analyse. Justifier en quoi je suis un expert du quotidien. C'est ça. Est-ce que ça vous va comme réponse ou est-ce qu'il y a encore des questions qui non, ça va. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la VSE ? A priori, non. Super, ça veut dire que... Ça veut dire que c'est assez fluide pour l'instant. Merci de les soutenir, hein, parce que je pense que les étudiantes se posent beaucoup de questions aussi. Alors, un peu moins, j'espère. Oui, ils ont beaucoup de questions. Margot a levé les yeux au ciel, je crois qu'elle en a encore quelques-unes. Bien, du coup, donc on va poursuivre au niveau de la certification sur le domaine de compétences numéro 2. Donc celui-ci a quelque peu changé, puisqu'auparavant on avait une seule épreuve sur ce domaine de compétences qui était le DPP, l'éternel DPP, dossier de pratique professionnelle. Donc ça ne s'appelle plus le DPP, on est bien sur le domaine de compétences de l'intervention sociale.
Et donc, ce domaine de compétences va être évalué avec 2 certifications différentes. Une première qui va être sur de l'accompagnement éducatif budgétaire, épreuve qui n'existait pas auparavant. Donc, sur cette AEB, donc, nous, en fait, en centre de formation, on travaille autour des différents dispositifs d'aide éducative budgétaire avec les différents dispositifs MAGE, MASP, etc., entre autres. Et puis, donc l'idée, voilà, il y a déjà eu beaucoup de travaux faits par les étudiants là-dessus, déjà pour comprendre comment chaque dispositif fonctionne, de qui ils dépendent, comment on travaille avec ça, puisqu'en effet, certains ont la chance de pouvoir faire de l'AEB sur leur structure de stage ou d'apprentissage, et puis d'autres pas du tout. Voilà, donc l'idée, c'était plutôt de mélanger un petit peu tout ça, et puis même auquel cas, quand c'est fait, qu'ils puissent échanger aussi sur leurs pratiques. Voilà. Donc, l'idée, c'est toujours de travailler. Donc, c'est une épreuve qui va durer, 4 heures, qui va également se faire en CCF, donc c'est-à-dire à l'interne de l'établissement, donc à l'institut, où en fait les étudiants vont avoir une contextualisation qui leur est présentée, la présentation d'une famille qui rencontre notamment des difficultés budgétaires, et donc ils doivent décliner l'accompagnement éducatif budgétaire qu'ils préconiseraient, et donc en analysant bien évidemment le budget, et puis pouvoir faire un diagnostic assez approfondi de ce budget. Alors là, comme ça paraît plutôt assez simple, bien que entre le faire au quotidien aussi dans le cadre d'accompagnement et le poser sur une feuille à l'écrit, c'est pas toujours simple. Mais voilà, il y a eu un premier travail qui a été fait. Donc l'idée, c'est que toute l'année, en fait, on travaille sur différents contextes, différents diagnostics de budget, etc. On les met, ils ont déjà eu l'occasion, mais on les met tout au long de l'année en épreuve blanche, entre guillemets, là-dessus, pour qu'ils comprennent bien ce qui est attendu. Voilà, donc le rôle peut-être des structures là-dedans, c'est s'il y a de l'AEB dans vos structures, n'hésitez pas à pouvoir faire participer les étudiants. Et puis aussi beaucoup échanger sur la partie budgétaire, sur le diagnostic budgétaire. Je pense que c'est quelque chose qui peut être relativement intéressant pour eux. Donc on a commencé à travailler sur une méthodologie un petit peu de ce qui était attendu en termes de méthode. On pose un diagnostic, qu'est-ce qu'on préconise, etc. Je pense pas qu'il y ait de difficultés particulières pour l'instant pour les étudiants. Il y en a quand même beaucoup qui ont l'occasion de manipuler du budget dans leur structure. Donc ça reste plutôt correct. Est-ce que tout de même il y a des questions d'étudiants ou de maîtres d'apprentissage peut-être qui subsistent ? Non, ça va pour cette partie-là. Donc voilà, une nouvelle épreuve qui n'existait pas auparavant. Et puis, on a toujours l'épreuve d'intervention sociale, donc l'ancien DPP. Donc cette fois-ci, cette épreuve d'intervention sociale, elle est un petit peu différente puisque maintenant l'étudiant doit choisir entre une ISI, donc une intervention sociale individuelle, ou une ISC, une intervention sociale collective. Et j'insiste bien sur le « ou », et ça tombe bien avec la Covid. Parce qu'il y a beaucoup moins de collectifs. Donc l'idée sur cette intervention, c'est que l'étudiant puisse présenter un écrit de 10 à 12 pages. Donc dans cet écrit, en fait, l'idée, c'est de recontextualiser dans la structure dans laquelle il se trouve, et puis de présenter la situation qu'il a choisie, la situation individuelle ou la situation collective. Quand je dis présenter, bien évidemment, c'est je présente la famille, je fais un recueil de données, mais comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, je viens analyser ce recueil de données. Et au regard de l'analyse du recueil de données que je vais pouvoir effectuer, quelles sont les préconisations d'intervention, comment je vais travailler l'intervention sociale individuelle ou collective avec le groupe ou la famille. Donc l'idée, c'est bien sûr d'essayer de placer le plus possible
l'usager au cœur du dispositif, qu'il soit présent à part entière, qu'il y ait une vraie discussion et un partage finalement de l'accompagnement, et que voilà, l'étudiant puisse bien reprendre cette situation. Alors, moi, j'ai demandé aux étudiants de choisir un plan A et puis un plan B, parce qu'on ne sait pas toujours comment les situations elles peuvent évoluer. On sait que c'est un petit peu fastidieux au départ, parce que ça vous demande en tout cas d'avoir au moins un carnet de bord sur ces situations pour pouvoir prendre des notes. Quand vous voyez qu'il y a matière, on arrête le plan B, mais je pense qu'on va maintenir le plan B jusqu'à janvier, février, pour ne pas se retrouver sans situation au mois de février en se disant mince, je repars à zéro et je dois retrouver un accompagnement. Donc l'idée, c'est quand même que l'étudiant puisse être vraiment acteur de cet accompagnement, d'accord ? L'accompagnement de la famille peut se faire en binôme avec le tuteur, maître de stage ou d'apprentissage sans aucun souci, mais il faut quand même que l'étudiant ait une place à part entière dans cet accompagnement et ne soit pas seulement observateur. C'est vraiment important, parce que dans l'accompagnement, une fois qu'on a décliné entre guillemets des objectifs d'intervention sur la situation par exemple, il faut que l'étudiant par la suite prenne du recul sur sa posture professionnelle. Si c'est pas la sienne, c'est pas facile. Voilà. Et puis j'insiste bien sur le fait qu'il faut vraiment que l'étudiant continue, même s'il est en autonomie sur ces situations, à vous faire des retours, à pouvoir échanger avec vous pour pouvoir prendre un peu de hauteur par rapport à la situation, et du coup être dans une analyse réflexive, comme le disait ma collègue tout à l'heure, et bien sur de l'analyse et pas juste ok, on va faire du tri des papiers, d'accord, très bien, mais pourquoi, comment ça s'est passé, quelle prise de recul on peut faire, enfin voilà. Et puis bien sûr, comment on valorise les potentialités de la famille à ce moment-là. Voilà, donc un écrit, 10 à 12 pages. Bien évidemment, cet écrit devra être également soutenu à l'oral. Devant un jury, donc ça se passera également en CCF au sein de l'Institut. Donc bon, déjà, vous avez vu, on n'a fait que 2 domaines de compétences, et déjà, on a besoin de jury. Donc on vous sollicitera d'ailleurs peut-être pour pouvoir participer au jury de la formation et du coup compléter votre accompagnement de maître d'apprentissage jusqu'au bout si vous le souhaitez. Donc en tout cas ça se passera dans l'établissement, donc, et puis toute l'année, un petit peu comme sur le mémoire, en fait on fait des guidances où on guide un petit peu les étudiants sur l'avancée de leur situation, de leur thème de mémoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Donc il y a eu un ECTS qui a été pour la plupart validé, notamment en termes de choix sur de l'ISI ou de l'ISC avec une famille de présentés. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire des retours dans les structures et si vous avez des questions particulières. Non, c'est OK ? Bien. Parfait. Eh bien, on va poursuivre avec le domaine de compétences numéro 3. Donc, au niveau de la certification, ce domaine de compétences, il n'a pas vraiment changé. On est toujours sur un écrit qui vient vérifier la communication professionnelle. Il n'a pas du tout changé parce qu'il est également en CCF dans l'établissement. C'est toujours une épreuve de 4 heures. Et les étudiants vont devoir travailler soit sur un rapport social, une note de synthèse ou bien une note d'information. Ça n'a pas changé. Donc, bien évidemment, ils voient les méthodos en amont. Ils travaillent ces méthodologies-là. Et je dirais un petit peu le rôle des maîtres d'apprentissage et des structures dans le cadre de ce domaine de compétences, c'est de faire travailler les étudiants aussi sur des écrits professionnels au sein de votre structure. Voilà, faut pas hésiter. À ce qu'ils puissent être vraiment acteurs aussi, parce que il n'y a pas vraiment de secret sur les écrits professionnels. Plus on en fait, plus on le pratique, et plus on devient plus à l'aise, et plus on a une méthodologie propre à soi-même. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le DC3 ? Non ?
On poursuit avec le DC4, du coup, qui, lui, a quelque peu changé, du coup. Voilà, alors à nouveau une certification qui a été modifiée puisque avant la réforme, il s'agissait d'une épreuve écrite, devoir sur table sur les politiques sociales et la mise en œuvre d'un projet. Là, nous sommes sur un dossier de 8 à 10 pages à réaliser en prenant appui sur une situation partenariale rencontrée en formation pratique. C'est-à-dire que cette situation partenariale doit être obligatoirement issue de la formation pratique, du lieu d'apprentissage ou de stage. Et ça doit être une situation partenariale en cours, c'est-à-dire qui a été observée ou à laquelle on a participé. Alors on conseille vivement aux étudiants d'y avoir participé, parce que si ce n'est qu'une observation, ça va être un petit peu compliqué à analyser. Donc d'y avoir participé, ce n'est pas obligatoirement une situation partenariale qui a été créée par la structure. Hein. Ça peut être une situation partenariale à laquelle vous participez et qui a été, dont le projet a été initié par une autre structure. Ce qui est important par rapport à cette situation, c'est qu'il y ait plusieurs partenaires, évidemment, et d'analyser cette situation en mesurant les enjeux du partenariat. En fait, c'est ce qui est principalement évalué, demandé. Donc, ça va être un écrit et un oral. Il y a 2 notes pour le DC4. Soutenance orale de ce dossier et présentation écrite qui sera aussi évaluée en centre de formation, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Là, on demande aux étudiants de lire aussi sur le partenariat. Si vous avez des choses à leur faire lire sur les réseaux. Si vous pouvez leur parler de vos réseaux, de vos partenariats. C'est-à-dire que les étudiants, enfin les apprentis, peuvent aussi vous questionner. C'est quoi pour vous le partenariat ? C'est quoi pour vous un réseau ? Parce qu'en fait, je pense que ça ne résonne pas de la même manière pour chacun, ou plus ou moins. Et que ça peut être intéressant d'avoir un retour de comment vous le pratiquez, quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça vous apporte. Ça, ce sont des éléments qu'ils peuvent aussi mettre dans leur dossier. Je ne leur avais pas encore dit, mais voilà. C'est en direct. Voilà. Là encore, vous avez un rôle à jouer. Alors, peut-être pas aussi important que pour l'analyse à visée socio-éducative, dans le sens là où il est bien dit dans les textes que le choix doit être fait avec le maître de stage, le maître d'apprentissage. Là, le choix de cette situation doit quand même être validé en quelque sorte par le site qualifiant, mais il n'y a pas la même importance dans le choix avec le référent. Voilà. Bien entendu, il est fortement conseillé aux étudiants d'échanger avec vous sur le choix de leur situation partenariale. Je dirais même sur l'ensemble des épreuves. Des épreuves certificatives. On ne va pas trop vous charger en tant que référent. On va essayer de ne pas trop vous charger. Mais c'est vrai que là, dans la réforme, et pour tous les diplômes, c'est la même chose, la place du référent professionnel, la place du maître d'apprentissage est encore plus importante qu'elle ne l'était auparavant. Ah oui, oui. Le rôle de la structure a vraiment été marqué. Alors c'est vrai que justement, c'est pour ça qu'on est sur de la pratique, on est sur de l'analyse, et encore plus, je pense, pour le CESF. Oui, que sur d'autres diplômes. Oui, que sur d'autres diplômes. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que là, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Je pense aux nouvelles professionnelles qui étaient étudiantes il y a quelque temps. Et pour qui c'est nouveau, c'est ça. C'est une nouvelle certification, une nouvelle épreuve. Est-ce que vous avez échangé déjà avec les étudiants, je suppose ? Est-ce qu'il y a eu des questions qui se sont posées auxquelles on pourrait répondre ? C'est le moment de nous les poser. Alors, là, oui. Victoria a une question. Oui, Victoria, oui. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas mal posé la question avec Marine sur la place de
d'apprentissage en structure. Et c'est vrai que ce que vous dites là, du coup, ça confirme qu'on a une place bien plus importante Oui. qu'on avait il y a 2 ans. Oui. Et je trouve que c'est pas plus mal, parce que du coup, ça implique vraiment la structure dans le parcours de l'étudiant. Et alors voilà, c'est quand même plus de responsabilité pour nous, oui. Mais c'est très intéressant. Très intéressant. Ouais. Oui, non, c'est vrai que là, la place du maître d'apprentissage, elle est vraiment à part entière dans la formation de l'étudiant, beaucoup plus que ça ne l'était auparavant, parce que sur 6 épreuves, il y en a quand même 4 qui concernent la structure d'apprentissage, avec des situations diverses et variées, des attentes particulières, une analyse, et où l'apprenti ou le stagiaire a besoin de votre expertise, du coup. Complètement. En fait, on prend un peu de hauteur par rapport aux connaissances. Hein. Je crois qu'on a été beaucoup dans la connaissance, transmission de connaissances. Là, on prend un peu de hauteur. On se dit qu'on investit la pratique. Et bien, comment on la regarde, comment on l'analyse, parce que c'est ce que vous faites quand vous sortez de formation. Quand vous devenez professionnel, eh bien, vous le faites tout seul. Là, on commence à le faire, je dirais, en centre de formation. On commence à réfléchir à tout ça. Avant, on demandait presque aux étudiants de plus être dans un apprentissage et de transmettre ses connaissances. Hein. D'ailleurs, c'était ça le DC4. Hein. Quelles connaissances vous avez, même s'il y avait un support. Là, vous voyez, on est dans autre chose. Dans la posture. On crée ses propres connaissances. On transmet des connaissances acquises. Alors, à la fois, on n'oublie pas quand même les aspects théoriques, acquises en BTS et au cours du DE, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait sur le terrain et comment on le met en lien. Et là, c'était bien ça, dans l'alternance intégrative, c'est bien de ça dont on parlait auparavant, mais là, on la met vraiment en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Autre chose, Gladys, tu pensais ? Non, alors qu'est-ce que je pourrais... Non, moi non plus. Alors là, en juin, toujours en juin, l'épreuve a lieu en juin. Pour ces petits dossiers, les étudiants ne sont pas accompagnés individuellement. Il y a des ateliers qui leur permet, 2 ateliers qui leur permettent de présenter, parce qu'on n'a pas matériellement même le temps de le faire, puisqu'il y a quand même un contenu de formation qui est assez important. Et donc, il faut bien caser sur le peu de temps de cours que l'on a, peu d'heures de formation théorique, les contenus. Et en même temps, puisqu'on est à un niveau 6, on leur demande, avec une méthodologie donnée, de pouvoir produire donc un travail qui va être évalué, même s'il y a quand même quelques garde-fous, parce qu'on va faire un oral blanc. Quand même. Même si on nous dit qu'ils doivent être très autonomes. Voilà, ça a été le mot de l'inspecteur. Aujourd'hui, avec le niveau 6, les étudiants doivent être autonomes. Il ne faut pas les accompagner comme on pouvait le faire auparavant. Dans les écrits, ça a été redit par l'inspecteur que l'on a vu récemment. L'accompagnement de l'étudiant, alors là, ça peut créer un peu polémique, mais vous voyez, on demande bien sûr qu'on va l'accompagner, mais on demande une autonomie un peu plus grande, un peu plus importante sur toutes les filières de formation de niveau 6. Puisque niveau 6, c'est l'ex-niveau 2. C'est ça. Niveau CAFERUIS. J'ai une question à poser. Oui. Alors, pour moi, c'est un peu confus quand vous parlez de diplôme niveau 6. Alors, oui, c'est normal, ça change tout le temps. Je comprends. C'est une question tout à fait pertinente parce que... Oui, alors... C'est-à-dire que... Ça a changé, récemment. Le diplôme d'état de CESF avant la réforme était un diplôme de niveau 3. Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Avec la réforme, il est passé niveau 2. On est toujours d'accord. On est toujours d'accord. Sauf qu'ils ont switché les niveaux, le 2 est passé 6. Voilà. C'est-à-dire que pour ensuite cette réforme, alors ça, on n'en a pas du tout parlé, mais dans le cadre de cette réforme, nous avons dû passer une convention avec l'université. Ça, c'était donc obligatoire, sinon nous ne pouvions pas mettre en œuvre le DE-CESF. Cette convention avec l'université permet d'avoir des cours universitaires, de participer à des colloques. On ne l'a pas encore fait.
Et puis aussi de s'aligner sur les formations universitaires. Et donc, les formations de niveau 2 sont aujourd'hui niveau 6. En fait, c'est juste que dans la réglementation, niveau 2 égale aujourd'hui niveau 6. En fait, auparavant, plus on montait en compétences et plus le chiffre de niveau était petit, ils ont juste fait l'inverse. Mais ça n'a rien changé. Voilà. Ils aiment bien changer de temps en temps. Voilà. Du coup, le 2 est passé 6. Ça veut dire que le CAFERUIS, qui est le certificat d'aptitude aux fonctions de responsable chef de service, est aussi niveau 6. Si on prend ensuite le niveau supérieur, qui est le CAFDES, directeur d'établissements médico-sociaux, ça va être niveau 7. Niveau 7. Au lieu du niveau 1 auparavant, en fait. Le niveau 4, moniteur éducateur TISF, reste niveau 4. Le niveau 5, alors à ma connaissance, ça va être le BTS-ESF. Les BTS. Les BTS. Hein. Après, 6, 7, le niveau 3, aujourd'hui, ce sont les AES. C'est ça. Ex-AMP, AVS. Voilà, si ça peut vous resituer un petit peu, vous voyez, c'est plus clair. Ok. Merci, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Pas d'autres questions. Parfait. On poursuit du coup, Gladys? Eh bien, la participation des sites qualifiants dans la formation. Donc, quand même, tout ça pour vous dire, c'est un petit peu ce qu'a souligné Victoria à l'instant. En effet, les sites qualifiants sont encore plus présents dans la formation. Ma collègue l'a dit à juste titre, on vient davantage axer la formation sur la posture professionnelle. Donc, on prend appui sur les sites qualifiants pour cette raison-là. De fait, les sites qualifiants ont une place du début jusqu'à la fin, finalement, dans cette formation, puisque ils peuvent être jury d'admission, d'entrée en formation. Donc, on a certaines structures et certains CESF qui ont participé aux admissions de nos étudiants actuellement ici. Les sites qualifiants sont présents donc, dans l'accueil et dans l'accompagnement des stagiaires, comme vous l'êtes aujourd'hui, à travers soit des contrats d'apprentissage ou des conventions de stage en fonction du statut. Formation théorique en vacation, puisqu'on en a certains d'entre vous qui sont pas encore venus, mais qui vont venir, en tout cas il y a certaines structures qui vont venir faire quelques heures de vacation pour présenter un petit peu la posture du CESF dans telle ou telle structure, voilà. On a besoin de vous, donc n'hésitez pas aussi pour être jury d'épreuves certificatives, puisque comme l'a dit Gladys tout à l'heure, le rectorat nous demande maintenant d'être centre d'examen sur certaines épreuves, où on nous impose, puisqu'évidemment on nous impose un jury de formateurs, mais également un jury de professionnels systématiquement, où on nous demande d'avoir des professionnels experts du secteur en fait, finalement qui sont des experts du terrain, donc ça c'est important. Si certains d'entre vous ont envie de participer à cette mission aussi de certification, n'hésitez pas à nous le faire savoir vraiment, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Sachant qu'on vient de recevoir une fiche pour la rémunération, ça sera quand même, on a cru très longtemps que ce serait notre charge. Non, il semblerait que non. Le rectorat nous a envoyé une fiche pour que vous soyez remboursés. Voilà. Ils ont gardé une petite enveloppe, oui. Alors peut-être pas pour très longtemps, mais en tout cas pour cette année, ce ne sera pas seulement à nos établissements d'assurer le financement des jurys professionnels, mais voilà. Du coup, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vous expliquer un petit peu les modalités. Voilà, ce sera avec plaisir. De toute façon, nous, on vous sollicitera de fait et puis on attendra un retour de votre part. Et ensuite, vous pouvez également participer au conseil de perfectionnement et aux commissions pédagogiques qui sont maintenant obligatoires dans la formation, où l'idée, c'est d'avoir un petit peu un œil de professionnel dans la formation. Voilà. Donc voilà, certains ont participé notamment au conseil de perfectionnement à l'IRTS
la semaine passée. Ce sont des entre autres. instances qui sont obligatoires avec la réforme, notamment le conseil de perfectionnement, où donc ce conseil, c'est une réunion à laquelle sont présents le rectorat, la région, l'université de Poitiers, des étudiants, des professionnels et des formateurs. Et donc, c'est aussi pour voir ce qui pourrait être amélioré dans la formation, ce qui fonctionne bien. Voilà. C'est un petit peu une instance d'échange, en fait. Voilà, et voir aussi ce qui évolue professionnellement. Les professionnels sont là pour nous dire, bon, ben voilà, nous, on s'aperçoit que sur le terrain, il se passe ça et ça. Il manque ça dans la formation des étudiants, où on apprécie la posture. On a eu ça, d'ailleurs, on apprécie la posture souvent des CESF qui sont en apprentissage parce qu'il y a déjà une posture professionnelle d'installer. Par exemple, ça, c'est des retours qu'on a pu avoir la semaine passée, contrairement à d'autres formations où on est sur du stage et où on a peut-être un peu moins cette posture professionnelle. Voilà. Et commission pédagogique, c'est simplement ce qui valide les crédits européens, les ECTS. Là aussi, ça existait avant. Et ça ne s'appelait peut-être pas commission pédagogique, mais enfin bon, c'est le nouveau c'était terme. La même chose, c'est ça. Voilà, donc on vous remercie du coup de nous avoir écoutés puis d'avoir participé à la réunion. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des éléments que vous aimeriez nous faire partager éventuellement avant que l'on arrête du coup cette réunion? Moi, je voudrais dire un petit mot parce que là, je me disais qu'on n'en a pas discuté plus que ça avec ma collègue, mais il aurait peut-être été intéressant. Alors, on est tellement pris par les projets à mettre en œuvre depuis déjà quelques années, entre un projet, un dossier d'agrément, d'accréditation à réaliser, la mise en place de la réforme, etc., qu'on a peu de temps pour s'arrêter et réfléchir. Mais il y a quelques années, on avait des réunions avec les professionnels qui nous permettaient de préparer justement les contenus de formation, de préparer les réformes. Et je me dis que la situation sanitaire ne s'y prête pas, mais la preuve, on n'a même pas pu se réunir en visuel, vraiment, enfin si, mais et à distance. Et je crois que peut-être qu'on pourrait, en fin d'année scolaire, si ça va mieux, organiser, pour ceux qui le souhaiteraient, pour ceux que ça intéresserait, organiser un temps d'échange sur la formation pratique et théorique, et qu'est-ce qui aurait amélioré, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut travailler ensemble du coup. Parce qu'en fait, nous, en tant que formateurs, on met en place une réforme à partir de contenu, à partir d'un référentiel de formation, de texte. Et vous êtes sur le terrain, donc il y a souvent, oui, dans toutes les formations, un décalage, en tout cas. on nous le dit, un décalage, c'est-à-dire un petit décalage, on va dire, mais un décalage entre ce que concrètement on est en train de mettre en pratique et ce qu'on va qu'il y a dans les sur textes. Le terrain. Bien sûr, ces textes s'appuient aussi sur des retours de professionnels, mais comment vous l'analysez? Quelles idées vous pouvez avoir? C'est être créatif aussi, créatif ensemble, pour améliorer la formation des étudiants. Voilà, pour ceux qui sont d'accord, qui souhaitent participer avec nous, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, complètement. On voit des têtes qui... Oui, je sais pas. Oui. Mais vous pouvez prendre la parole et nous dire... Madame Amer Bachar, du coup, qui disait... Oui. Ok. Et je pense effectivement, c'est peut-être une question de génération, mais moi j'ai besoin parfois encore... de sortir de la vidéo et d'avoir des contacts en direct. Oui, c'est sûr, complètement. Oui, on a dû s'y faire depuis le premier confinement, mais c'est pas non plus c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Ça permet de se substituer en attendant, mais on est d'accord que nous aussi, se retrouver pour échanger, c'est quand même... toujours intéressant. En effet, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion. Bon, après, on les crée aussi, les occasions, et c'est vrai que, comme le dit ma collègue, on aura toujours d'autres choses à faire, donc c'est quand même intéressant qu'on puisse se le dire, et éventuellement, essayer de commencer à remettre ça en place, parce que
ça a du sens. Et puis c'est intéressant aussi pour les étudiants demain qui seront des professionnels assez rapidement sur le terrain. Donc, qu'on retrouve d'ailleurs quelques années après en tant que maître d'apprentissage, par exemple. Donc, c'est toujours bien. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses, des éléments à amener aussi qui pourraient du coup nous permettre nous aussi de nous réajuster d'ores et déjà s'il y a des éléments qui... Alors après, voilà, on sait aussi que la formation, elle est dense. On en demande aussi beaucoup parce que finalement, en une année, ils ont aussi beaucoup de choses à faire et que quelquefois, surtout au début, entre les ECTS, les débuts sur la structure, etc., on peut se dire, oh là là, ça fait beaucoup. Mais on essaie vraiment d'étaler au mieux pour les étudiants pour pas qu'ils aient tout à la fin. Voilà, on essaie de s'adapter le plus possible. Et puis parce que nous aussi, on a des échéances et on a des éléments à placer en semestre 5, etc. Enfin voilà, c'est notre jargon à nous sur la pédagogie. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses qu'on doit absolument valider avant début janvier. Donc on ne peut pas les décaler, etc. Mais voilà, on essaie de faire au mieux. Surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours parce que si on peut modifier, en tout cas, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Et si vous avez besoin de documentation Oui. Par rapport aux méthodologies, méthodologies que l'on peut dispenser faut pas hésiter pour à les nous demander. certifications. On a retravaillé presque toutes les méthodologies, C'est donc voilà, y compris celle du mémoire. Bien, est-ce que du coup, on a d'autres choses à voir? Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions particulières? Non, je pense pas. J'ai pas l'impression. Bien. Alors, est-ce que ça a répondu à vos attentes? Vous aviez peut-être pas d'attente particulière. Si, oui, Victoria, je vois ça Victoria a répondu. Oui, ça a répondu. Ok, est-ce que voilà, vous arrivez à y voir un peu plus clair? Je pense que pour les étudiants, ça sert toujours aussi d'avoir une petite piqûre de rappel. Voilà, puis c'est important aussi que tout le monde entende la même chose en même temps, je pense, aussi. Voilà. Ouais, ça, on le souligne, que effectivement, entendre les mêmes choses au même moment, Oui. pour être bien sûr qu'on ne se trompe pas dans ce qui est rapporté, de ce qu'on a chopé comme info, Oui. ce qu'on a éventuellement aussi interprété. En tout cas, pour moi, c'était fort utile, Bien. puisque c'est une première expérience aussi, d'avoir eu un discours commun. Oui. Qui permet aussi de me référer à ça et de dire si j'ai bien compris le questionnement ou l'analyse que tu dois faire. En tout cas, pour moi, les définitions sont plus claires et me permettront des comptes. D'accord. Bon. Très bien. Bien. Bon. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Est-ce que les étudiants veulent aussi dire quelque chose? Dire quelque chose, vous pouvez aussi. Marie, peut-être. Marine. Et elle se dit... Non, ça va? Non, ils nous voient assez. Ils nous voient assez. Ils m'ont vu la semaine dernière, en plus, déjà. Ok. Bien. Bon. Bon, eh ben on va vous remercier. Merci beaucoup. Du coup. Merci de l'accompagnement que vous faites, du soutien auprès de nos étudiants. Et puis, n'hésitez pas du coup à nous envoyer des mails au besoin, à nous appeler. Alors, de toute façon, nous, on échange entre nous avec avec l'IRTS et l'Institut de Richemont. Voilà, quand vous avez Madame Gauthier, Madame Bugeaud est au courant et vice-versa. Voilà, on fait un accompagnement assez global et comme ça nous permet d'avoir aussi le même discours entre les deux établissements. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout s'il y a besoin, par mail ou par téléphone, si des questions arrivent par la suite. Merci beaucoup, en tout cas, de votre participation. Et puis, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.